Bonjour, nous sommes le dimanche 4 février 2024 et le sujet sera la votation sur les SUV à Paris. Toutes les questions que pose cette consultation citoyenne. La ville de Paris organise dimanche un vote sur le prix du stationnement des véhicules lourds, polluants et encombrants. Dimanche 4 février, les électeurs parisiens sont appelés à se prononcer sur la création d'un tarif de stationnement spécifique pour les Sport Utility Vehicles, SUV, avec un triplement du prix. Rien que ça. Ces 4x4 de ville, lourds et encombrants, mais considérés comme spacieux et sécurisants par leurs conducteurs, sont aujourd'hui les véhicules les plus vendus en Europe. Sécurité, portage de l'espace public, pollution. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a fait campagne pour l'instauration de ce nouveau tarif destiné à éloigner les SUV de la capitale. Une idée pas tout à fait inédite puisque la municipalité écologiste de Lyon a annoncé le 30 janvier qu'elle adopterait dès juin, mais sans consultation citoyenne préalable, une nouvelle tarification progressive du stationnement pour encourager les véhicules plus légers et moins polluants. Conditions du vote à Paris, véhicules concernés, arguments. Les décodeurs font le tour de la question avant la votation. Sur quoi porte la votation ? L'intitulé de la question qui sera posée aux Parisiens et Parisiennes n'est pas tout à fait neutre. Pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des véhicules individuels, des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes. La tarification proposée par la mairie de Paris engendrerait le triplement des tarifs de stationnement pour certains véhicules lourds. Tous les véhicules thermiques ou hybrides rechargeables de plus de 1,6 tonnes et les véhicules électriques de plus de 2 tonnes seront visés. Les tarifs triplés. Ce tableau présente les tarifs de stationnement pour, en violet, les voitures classiques, inchangées, et ceux qui seront appliqués aux SUV, en orange, en cas de majorité de pour à la votation du 4 février. Alors, durée. Du 1er au 11e arrondissement. Pour 1 heure, pour un véhicule classique, c'est 6 €. Pour un SUV, ce sera 18, donc 3 fois plus cher. 2 heures, 12 et 36. 3 heures, 24 et 72. 4 heures, 39 et 117. 5 heures, 57 et 171. 6 heures, 75 € pour une voiture classique, 225 € pour un SUV. En ce qui concerne les arrondissements du 12e au 20e, c'est pour 1 heure, c'est 4 €. 3 fois plus pour un SUV, c'est-à-dire 12. 2 heures, 8 et 24. 3 heures, 16 et 48. 4 heures, 26 et 78. 5 heures, 38 € et 114. 6 heures, 50 € pour une voiture classique et 150 € pour un SUV. Qui peut voter ? Cette votation, comme celle portant sur les trottinettes d'avril 2023, est utilisée par la ville pour appuyer sa politique par un potentiel soutien dans les urnes. Tous les résidents et résidentes de Paris inscrits sur les listes électorales de la capitale peuvent participer. Comme lors de la dernière consultation citoyenne, le scrutin sera exclusivement physique, organisé dans 222 bureaux de vote de la capitale, et il ne sera pas possible de recourir à des procurations. Lors du vote contre le maintien des trottinettes en libre service l'an dernier, 103 000 personnes s'étaient exprimées, soit un peu moins de 7,5% des électeurs inscrits. Ah, c'est très bas au niveau de taux de participation. Même pas de chiffres. Quels SUV seront concernés ? Si la municipalité parle d'un tarif SUV, ces modèles ne seraient en fait pas les seuls à être surtaxés. Les très grosses berlines seront aussi concernées, confirme la mairie. A l'inverse, les SUV les plus légers échapperaient à la hausse du stationnement, c'est-à-dire en dessous de 1,6 tonnes. Parmi les SUV les plus vendus en France l'an dernier, la Peugeot 2008, la Renault Captur et la Dacia Duster ne dépassent pas 1,4 tonnes. Leurs propriétaires pourront continuer à profiter des tarifs habituels. Dans un rapport publié en 2020, l'association WWF estimait que les SUV les plus vendus pesaient en moyenne 1352 kg. Selon les données d'AAA
Data, une entreprise spécialisée dans les données automobiles, environ 16% des véhicules d'Île-de-France seraient concernés par la hausse de tarification pour les gros modèles s'ils venaient se garer dans la capitale. Un chiffre plus élevé que l'estimation de l'adjoint aux mobilités de la mairie de Paris, David Belliard, qui déclarait en décembre 2023 que les voitures thermiques et hybrides de plus de 1,6 tonnes représentaient à peu près 10% du parc, ce qui correspondrait à environ 7000 véhicules sur les 70 000 tickets de stationnement générés chaque jour dans la capitale. Ce critère d'1,6 tonnes est celui retenu pour le malus masse instauré par le gouvernement en 2022. À l'origine, cette taxe s'appliquait dès le premier kilogramme au-dessus de 1,8 tonnes de la masse en ordre de marche, ou poids à vide, incluant le véhicule, le carburant et les équipements de base, mais sans conducteur ni bagages. Elle a été durcie depuis le 1er janvier 2024 au seuil de 1,6 tonnes. Environ 16% des véhicules franciliens concernés. Ce graphique présente par département francilien le pourcentage de voitures qui dépassent le critère de 1,6 tonnes retenu par la mairie de Paris. Pour autant, elles n'ont pas toute vocation à se rendre dans la capitale. Alors Paris, on est à 21,1% du parc est concerné à Paris, 129 277 voitures concernées pour 2,1 millions d'habitants, soit un ratio de 604 voitures pour 10 000 habitants. Les habitants de Paris sont les moins équipés en voiture de tous les Français. Seul un tiers des foyers possèdent une voiture, d'où la proportion élevée de SUV dans la ville. Hauts-de-Seine, 18,1% du parc est concerné. 145 177 voitures concernées pour 1,6 million d'habitants, soit un ratio de 884 voitures pour 10 000 habitants. Yvelines, 14,7% du parc, 127 872 voitures pour 1,5 million d'habitants, soit un ratio de 874 voitures pour 10 000 habitants. Seine-et-Marne, 14,5% du parc est concerné, 122 845 voitures concernées pour 1,4 million d'habitants, soit un ratio de 851 voitures pour 10 000 habitants. Seine-Saint-Denis, 14,4% du parc concerné, 92 370 voitures concernées pour 1,7 million d'habitants, soit un ratio de 550 voitures pour 10 000 habitants. Val d'Oise, 14,2% du parc, 91 008 voitures concernées pour 1,3 million d'habitants, soit un ratio de 713 voitures pour 10 000 habitants. Val-de-Marne, 14% du parc, 80 878 voitures concernées pour 1,4 million d'habitants, soit un ratio de 564 voitures pour 10 000 habitants. Essonne, 13,8% du parc est concerné, 102 912 voitures concernées pour 1,3 million d'habitants, soit un ratio de 782 voitures pour 10 000 habitants. Source AAA Data. Cette taxe reste moins ambitieuse que la recommandation de 1,4 tonnes formulée par la Convention citoyenne pour le climat en 2021. Surtout, il existe une série d'exemptions pour les familles nombreuses et les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Oui, des véhicules qui sont souvent bien plus lourds qu'une tonne 6, plus dans les 2 tonnes. Résidents professionnels, qui sera exempté de la surtaxe? En cas de victoire du oui à cette question, ne seront pas concernés les résidents parisiens et professionnels, a affirmé la maire de Paris, Anne Hidalgo. En fait, seuls les 95 000 Parisiens détenteurs d'un abonnement de stationnement à tarif préférentiel résident pourront éviter cette hausse des tarifs, si elle est appliquée. Surtout, cette carte ne couvre qu'un secteur restreint autour de leur résidence principale. Dans le reste de Paris, ils devront s'acquitter du tarif visiteur. Quant aux camionnettes de moins de 3,5 tonnes, si elles sont enregistrées comme un véhicule professionnel, elles ne seront pas concernées par la surtaxe. Une camionnette personnelle, en revanche, sera soumise au même traitement qu'un SUV ou que n'importe quel automobile. Les personnes handicapées qui possèdent un justificatif sont aussi exemptées et la gratuité du stationnement est aussi maintenue pour tous les véhicules pendant la nuit et le dimanche. Quel est le profil des conducteurs de SUV? Selon les dernières données publiées par la société AAA Data,
En juin 2023, sur la base des immatriculations de voitures neuves, le profil type de l'acheteur de SUV est très marqué. 8 acheteurs sur 10 sont des urbains, 88% sont aisés, plus de 40 000 € de revenus annuels, ou très aisés, et 7 sur 10 sont des hommes. Les ménages modestes disparaissent progressivement de la liste des acheteurs de SUV. Ils étaient 7% en 2019, 2% en 2022 et seulement 1% sur les premiers mois de 2023. L'augmentation du tarif du stationnement à Paris toucherait donc les ménages les plus riches. Quel est le problème avec les SUV ? La mairie de Paris reproche à ces véhicules d'être polluants et encombrants. Il pose aussi des questions de sécurité routière. La question des émissions de CO2. Selon un rapport de Greenpeace de novembre 2023, les émissions élevées des SUV, des marques Toyota, Volkswagen et Hyundai Kia, les trois plus importantes, annulent les progrès réalisés par la réduction des émissions et la production de voitures électriques sur 10 ans. Le Haut Conseil pour le climat qualifiait les SUV d'incompatibles avec la transition écologique en 2021. Ils émettent 10 à 20% de gaz à effet de serre de plus qu'une voiture classique, a calculé le WWF. En 2022, les seuils SUV étaient responsables d'1 milliard de tonnes d'émissions de CO2 dans le monde, selon l'Agence internationale de l'énergie. En 2022, les SUV représentent 25% des voitures en circulation, mais 31% des émissions de gaz à effet de serre, GES. Les aires de ce graphique présentent le nombre de SUV parmi toutes les voitures en circulation de 2010 à 2022. Échelle de gauche. La ligne indique la part des émissions de GES des SUV sur la même période, échelle de droite. Alors en 2010, situation en 2010, 852,7 millions d'autos en circulation, 807,8 millions de voitures classiques dans le monde, en plus de 44,9 millions SUV, soit 5,3% du total. Les SUV représentent 8,5% des émissions automobiles. Donc bien plus que leur part. Après, on peut voir la progression d'année en année. On va voir en 2015, quand le nombre de véhicules en circulation était à 1 milliard. Situation en 2015, 1 milliard d'autos en circulation. 912,9 millions de voitures classiques dans le monde, en plus de 122,5 millions de SUV, soit 11,8% du total. Les SUV représentent 16,5% des émissions automobiles. La situation en 2020, 1,2 milliard d'autos en circulation, 969,1 millions de voitures classiques dans le monde, en plus de 268,1 millions de SUV, soit 21,7% du total, et ils représentent 27,3% des émissions automobiles. Et le plus récent, situation en 2022, 1,3 milliard d'autos en circulation, 956,9 millions de voitures classiques dans le monde, en plus de 329,9 millions de SUV, soit environ un quart, 25,6% du total. Les SUV représentent 31,4% des émissions automobiles. C'est quand même une sacrée progression. En l'espace de 12 ans, le nombre de voitures a grimpé de 450 millions, c'est-à-dire environ un peu plus de 50% de plus. Et le nombre de SUV est passé de 45 millions à 330 millions. L'occupation de l'espace public. La voiture compte pour 11% des déplacements à Paris intramuros, mais entre les parkings et les voies de circulation, elle occupe une part bien supérieure de l'espace public. 50% de l'espace public avait calculé le monde en 2016. Oui, parce que les SUV sont disproportionnés, sont bien plus grands que les voitures classiques.
Et les véhicules neufs, en particulier les SUV, ne font qu'aggraver le problème, puisqu'ils s'élargissent en moyenne d'1 centimètre tous les 2 ans, selon l'ONG Transport et Environnement. Leur étude conclut que 52% des 100 SUV les plus vendus en 2023 mesurent plus de 180 cm de large, et que certains modèles, BMW X5, X6, X7, Audi Q8, Porsche Cayenne, avoisinent les 200 cm. Or, la norme des places de parking est fixée à 230 cm. Ces SUV ne laissent pas assez de place à leurs occupants ni à leurs voisins de stationnement pour entrer ou sortir de leur véhicule. Des chiffres toujours à la hausse. Ce graphique présente l'espace occupé au sol de la voiture française en moyenne, vendue entre 1970 et 2020. En 1970, on avait espace occupé au sol en 1970, en moyenne 6,42 m² sur toutes les ventes en 1970. Et ça a progressé. 10 ans plus tard, on est passé à 6,5 m². En 1990 à 6,64 m². En 2020 à 6,88 m², soit une hausse de 3,6% par rapport à 1990. En 2010 à 7,23 m², soit une augmentation de 8,9% par rapport à 1990. En 2020, 7,5 m², soit une progression de 13% par rapport à 1990. On peut voir la largeur également. Alors, en 1970, la moyenne était de 1,53 à 1,57 mètres. En 1980, 1,61. 1990, 1,64. 2000, 1,69 mètres, soit 3% d'augmentation par rapport à 1990. 2010, 1,75 mètres, soit une progression de 6,7% par rapport à 1990. Et en 2020, c'est 1,79 mètres, soit une progression de 9,1% par rapport à 1990. On peut voir le poids aussi. Alors en 1970, le poids moyen était de 859 kg, c'est-à-dire même pas une tonne. En 1981, il est passé à 909 kg. En 1990, à 977 kg. En 2000, on franchit largement la tonne, 1138 kg, soit une hausse de 16,5% par rapport à 1990. En 2010, la moyenne était de 1238 kg, soit une augmentation de 26,7% par rapport à 1990. Et en 2020, il a progressé légèrement un peu plus. 1242 kg, soit une augmentation de 27,1% par rapport à 1990. On peut voir également le prix. Le prix euro constant en 1970, en moyenne 11 312 €. Il est passé à 16 957 € en 1980. C'est une belle progression quand même. C'est quasi pas loin de 50%. En 1990, c'était 17 490 €. En l'an 2000, 19 339 €. Soit une augmentation de 10,6% par rapport à 1990. En 2010, c'était 19 767 €, soit une hausse de 13%. Et en 2020, ça fait encore un bond, un peu comme entre 1970 et 1980. Et le prix moyen était de 26 789 € sur toutes les ventes en 2020, soit une hausse de 53,2% par rapport à 1990. On peut voir également le prix en équivalent SMIC. Alors, en 1970, nombre de SMIC, alors en moyenne c'était 17,1 SMIC sur toutes les ventes en 1970. Et on voit que ça a bien descendu, malgré la hausse des prix. En 1980, c'était 16,4 SMIC. 1990, 15. L'an 2000, 14,8 SMIC, soit une baisse de 1,3%. En 2010, c'était 14,7 SMIC, soit une baisse de 2% par rapport à 1990. Et après, ça a remonté.
on est repassé à 17,2 SMIC, soit une hausse de 14,7% par rapport à 1990. C'est-à-dire qu'il faut travailler plus longtemps qu'il y a 50 ans pour s'acheter une voiture, en termes de SMIC. Voilà la régression entre 2010 et 2020. Parce que c'est les chiffres les plus récents. Le rapport poids-puissance, maintenant. Alors, rapport poids-puissance en 1970, c'était 14,8 kg par chevaux. Et on voit que ça a diminué. En 1980, c'était 14,7 kg par chevaux, c'est-à-dire que la puissance des voitures a augmenté, puisque leur poids aussi a augmenté, comme on avait vu précédemment. En 1990, 13 kg par chevaux. 2000, 12,9 kg par chevaux, soit une baisse de 0,8% par rapport à 90. En l'an 2000, 12,5 kg par chevaux, soit une baisse de 3,8% par rapport à 90. Et en 2020, 10,5 kg par chevaux, soit une baisse de 19,2% par rapport à 1990. La sécurité routière. La sécurité des SUV, vantée par les constructeurs, ne s'applique qu'à leurs occupants, au détriment des autres usagers de la route. Selon les statistiques de l'assureur AXA, ces grosses voitures provoquent 25% d'accidents en plus, souvent graves du fait de leur masse importante. Une étude norvégienne de 2017 met en évidence un lien entre le poids de certaines voitures et la gravité des blessures dans un accident. Les chercheurs estiment que le risque d'être tué ou grièvement blessé est au moins 50% plus élevé pour les piétons et les cyclistes heurtés par un SUV que pour les piétons et les cyclistes heurtés par une voiture de tourisme. L'un des dangers vient de la hauteur du capot. Un piéton heurté de face a tendance à passer par-dessus une voiture classique, mais sous les roues d'un SUV. Oui, c'est un peu un tank. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de commenter si vous avez un SUV. Qu'est-ce que vous pensez de cet article et du vote qui a lieu à Paris en ce moment. De mettre un j'aime, de partager et de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine.